Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Excellences, mesdames, messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. Le 13 janvier 1963, au petit matin, le corps sans vie de Sylvanus Epifanio Olympio sera retrouvé abandonné sur le sol, devant l'ambassade des États-Unis, au Togo. Le Togo est en deuil, il vient de perdre son premier président de la République. Que s'est-il donc passé? Dans les jours qui suivent la disparition du président Olympio, des théories sur son élimination vont s'accumuler, des théories probables comme improbables. Certains vont avancer que c'est un coup de la France, l'ancienne puissance colonisatrice, tandis que d'autres vont penser à un complot des opposants au régime d'Olympio. Kwame Nkrumah, le président du Ghana, sera aussi soupçonné d'être derrière la disparition d'Olympio. Mais qui a véritablement éliminé le président de la République du Togo et pourquoi? À qui profite le crime? Sylvanus Epifanio Olympio devient le président de la République togolaise le 9 avril 1961. Sa famille paternelle appartient à la communauté afro-brésilienne qui s'est installée sur les côtes du Bénin et du Togo à partir du 19e siècle. Sa mère, Fidelia Afé, est de l'ethnie Moba, une ethnie originaire du nord du Togo. Après des études à Londres, en France et en Autriche, Sylvanus va mener une carrière de haut cadre avant de se lancer entièrement en politique, aux côtés d'autres leaders indépendantistes. Il s'est battu pour que le Togo, sous tutelle française, accède enfin à la souveraineté nationale. Le Togo s'est vu passer entre les mains de différents colonisateurs. En 1884, les Allemands font du Togo un protectorat qu'ils administrent comme une colonie. Après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne perd ses colonies. Le Togo passe dès lors entre les mains des Britanniques et des Français. Les Britanniques administrent la partie dite occidentale du Togo, tandis que les Français administrent la partie orientale du Togo. À la suite d'un référendum, en 1956, le Togo sous administration britannique est rattaché à la Côte d'Or qui est aujourd'hui le Ghana, tandis que le Togo oriental demeure un territoire sous tutelle française. Le Togo oriental accède finalement à l'indépendance le 27 avril 1960. En fait, l'administration coloniale française devait lever la tutelle qu'elle avait sur le Togo depuis 1958, mais Olympio avait décidé de repousser l'indépendance du Togo jusqu'en 1960. Il avait obtenu l'accord du général de Gaulle pour repousser la proclamation de l'indépendance. Olympio repousse l'indépendance du Togo de 2 ans, parce qu'il souhaite d'abord redresser l'économie togolaise. Pour Olympio, le Togo devait accéder à l'indépendance avec une économie viable. Il avait une philosophie, ne pas dépendre des aides au développement pour vivre. Sa préoccupation majeure était donc de rétablir l'équilibre budgétaire, de payer les dettes togolaises au trésor français. Pour atteindre ses objectifs, il va lancer une politique d'austérité, qui va durer de 1958 à 1963, l'année de son élimination. Sa politique d'austérité va entraîner le mécontentement de la population. Olympio veut faire des économies, les salaires des fonctionnaires sont donc souvent bloqués, des taxes sont imposées aux planteurs. En 1960, le Togo jouit d'un budget équilibré. Sylvanus Olympio réussit à rétablir la situation financière du pays. Son but est de faire du Togo un véritable carrefour financier. Le régime d'Olympio va aussi faire face au mécontentement des opposants politiques. Depuis 1958, il existait un désaccord entre eux, le parti politique d'Olympio, le CUT, Comité de l'Unité Togolaise, et la Juvanto. La Juvanto était une branche du CUT, la branche qui réunissait les jeunes du parti. En résumé, les leaders de la Juvanto et du CUT n'étaient pas d'accord sur la stratégie à adopter pour la gestion des affaires de l'État. La Juvanto voulait, par exemple, que le Togo proclame son indépendance dès 1958, mais, comme je vous l'ai déjà dit, Olympio voulait d'abord relancer l'économie togolaise avant que le pays accède à l'indépendance. Les relations entre le CUT et la Juvanto vont se détériorer. La Juvanto va passer du côté de l'opposition. 1961 et 1962 sont les années du complot. La réponse du régime d'Olympio face à ces complots ne se fait pas attendre. Des leaders de la Juvanto, comme Maître Anani Inano Santos, sont arrêtés et emprisonnés dans des conditions difficiles. Ils sont accusés de tentative d'élimination du chef de l'État. Le régime prend des allures d'une dictature. Certains opposants politiques s'exilent au Ghana, un pays voisin du Togo. Les partis politiques d'opposition sont interdits. Olympio instaure un système de parti unique, seul son parti, le CUT, reste en fonction.
À la crise politique va venir s'ajouter un problème social qui va précipiter la fin de Sylvanus Olympio. Des militaires togolais, ayant combattu pour la France lors des guerres d'Algérie et d'Indochine, sont rentrés au Togo. Ils ont été démobilisés de l'armée française. Ils cherchent du travail. Ils demandent donc d'être intégrés dans l'armée nationale togolaise, ou, à défaut, dans la gendarmerie ou d'autres services de sécurité. Mais le président Sylvanus Olympio ne veut rien entendre. Il ne souhaite pas dépenser de l'argent dans une armée nombreuse. Il repousse à plusieurs reprises les demandes pressantes des anciens combattants. Pour Sylvanus, le budget de l'État était réservé au développement économique. Togo, l'armée togolaise n'avait pas besoin d'être agrandie. Le Togo avait déjà une petite armée nationale, une armée nationale composée de près de 300 hommes. De plus, Olympio est un indépendantiste. Il ne veut pas intégrer dans son armée des personnes qui se sont battues contre d'autres peuples qui luttaient pour obtenir leur indépendance. Il se mettait à la place de ces peuples d'Indochine et d'Algérie, qui avaient lutté pour leur indépendance, comme lui-même avait dû lutter pour obtenir l'indépendance du Togo. Quoique, selon certaines sources, il aurait quand même intégré 200 anciens soldats dans l'administration, mais ce n'était pas suffisant, car il y en avait d'autres qui n'avaient toujours pas de travail. En ce début d'année 1963, les rumeurs d'un coup de force à venir courent dans les rues de Lomé. Sylvanus Olympio aurait été mis au courant que quelque chose se préparait contre lui, mais il était sceptique, il n'y croyait pas vraiment. Alors, mes amis, je ne veux pas reconstituer les faits, je préfère vous raconter les grandes lignes de l'affaire, car, comme vous pouvez l'imaginer, il y a énormément de versions autour du déroulement de l'élimination de Sylvanus Olympio. Nous sommes le 12 janvier 1963 au Togo. Il est presque minuit à Lomé, la capitale, dans sa villa proche de l'océan. Le président de la République du Togo, Sylvanus Olympio, dort. Il a passé toute la journée à travailler sur le projet de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Soudain, sa femme se réveille. Tout à coup, elle a entendu des bruits bizarres. Des coups de feu éclatent. Sylvanus Olympio se lève à son tour. Il enfile un short kaki, une chemisette et des sandales. Il demande à son épouse de l'attendre. Il soupçonne peut-être que les assaillants sont là pour lui, car il décide de franchir le mur qui sépare sa villa de l'ambassade des États-Unis. Arrivé dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis, il aperçoit un vieux véhicule dans le parking. Il ouvre le véhicule et s'y cache. Le lendemain, vers 7 heures du matin, Léon Poida, l'ambassadeur des États-Unis au Togo, retrouve le corps sans vie d'Olympio au sol, devant l'ambassade des États-Unis. 3 balles l'avaient atteint, et il avait été transpercé par plusieurs coups de baïonnette. Les assaillants étaient autour d'une dizaine, c'étaient ces militaires revenus d'Indochine et d'Algérie. Dans la même nuit où ce coup d'État a lieu, un autre commando de militaires arrête les ministres du gouvernement d'Olympio. Seuls 2 ministres réussissent à s'enfuir au Dahomey, l'actuel Bénin. Quelques jours après le coup d'État, un certain Étienne Eyadema, un sergent qui a pris part au putsch, avoue être l'auteur du crime. Ce crime est la première élimination d'un président en Afrique subsaharienne par des militaires. Quelles sont les raisons qui ont poussé ces militaires à mettre fin au jour d'Olympio? Dans la seconde partie, nous plongerons au cœur du complot. Pourquoi ces militaires ont-ils décidé d'éliminer Sylvanus Olympio? Quels intérêts étaient en jeu? Et surtout, l'un des putschistes prendra la parole pour nous révéler comment les choses se sont réellement passées, de l'intérieur. Alors, si ce sujet vous passionne, aimez la vidéo et abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer la suite. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. À bientôt.